Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir sur une rencontre consacrée ce soir à l'espace public, la question du genre dans l'espace public. Donc c'est une rencontre qui est proposée par la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, qui est une structure associative, culturelle, dont la mission est la démocratisation de la culture architecturale urbaine et paysagère auprès de tous les publics. Pour le dire autrement, faire découvrir, faire comprendre ces sujets, en partant du principe que c'est quand on maîtrise ces sujets qu'on peut agir dessus. Et la Maison d'Architecture s'intéresse tout particulièrement aussi au contemporain, la façon dont la société évolue et que ces évolutions agissent sur la conception de nos bâtiments ou des espaces publics. Ce soir, donc, nous nous intéressons à la question du genre dans l'espace public. C'est un vaste sujet, très sensible, que nous ne pourrons pas traiter dans son exhaustivité, bien sûr. Par contre, nous avons deux intervenants, une universitaire et un concepteur, qui vont pouvoir dialoguer. Et surtout, un de nos objectifs, c'est de voir comment ces idées peuvent s'articuler ensemble. Pour présenter notre sujet, donc il y a de nombreuses études et initiatives qu'on peut remarquer en ce moment et qui sont relayées par la presse et qui montrent justement que les hommes et les femmes ont des usages différenciés des espaces publics. Dès lors, comment peut-on concevoir une ville qui est une ville égalitaire avec des espaces publics, donc des espaces à la fois de circulation et de rencontre qui soient inclusifs. Pour présenter très rapidement, camper le décor, quelques chiffres qui sont issus d'un colloque consacré au genre et l'espace public tenu à Dijon en 2017, donc c'est quand même très récent. 40% des femmes interrogées déclarent renoncer à certains lieux publics pour éviter des comportements et des propos sexistes. Deuxième chiffre, 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons. Troisième chiffre, 2% des rues portent un nom de femme en France. On voit bien dans ces proportions les efforts à fournir pour que ces espaces publics soient des espaces inclusifs. Donc pour aborder ce sujet avec nous, nous avons Eugénie Le Bigot, vous êtes géographe, donc doctorante en géographie à l'Université de Caen-Normandie. Et vous vous intéressez aux pratiques des femmes dans l'espace public. Et donc, vous êtes en ce moment sur une thèse, une étude qui s'intéresse aux villes de Caen, de Rouen et de Portsmouth. Et puis, nous avons avec nous Bertrand Masson, directeur de l'aménagement et des grands projets à la métropole Rouen-Normandie. Et donc là, vous partagerez votre analyse et votre expérience des actions et des projets qui ont été menés récemment, depuis quelques années, à la métropole. Et nous avons Marion Vandal. Alors, je crois que vous ne la voyez pas à l'écran, mais Marion Vandal est à la Maison de l'Architecture. Elle est en charge de la technique pour ce soir et elle va collecter vos questions que vous pouvez poser dans l'espace de discussion. Et vous aurez l'occasion d'avoir vos questions dans sa voix à l'issue de notre propos. Donc moi, on va commencer avec Eugénie. Pour justement présenter ce sujet à la fois sensible et extrêmement riche. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez depuis quand finalement date cette prise de conscience d'un espace public genré. Oui, donc en fait, ça dépend un petit peu où on se place parce que la question du genre en elle-même, elle est assez ancienne, c'est ancienne relativement. Elle a été prise en main d'abord par des chercheurs, des chercheuses dès les années 70. Mais en fait, le lien entre ville et genre se fait plutôt vers la fin des années 70, donc une décennie plus tard de l'introduction vraiment du genre, se fait le lien entre genre et ville. Donc entre genre et ville, puis après genre et espace public, le lien est assez fin. Donc c'est vers les années 80 qu'on arrive en fait à un changement de qualification qui n'est plus seulement dans le monde académique, dans le monde des chercheuses, des chercheurs, mais dans le monde de l'action publique et dans l'élaboration des politiques publiques et chez les concepteurs. On passe en fait de parler, ce qu'on faisait plus souvent, c'était parler des femmes, d'aménagement pour les femmes, des politiques publiques pour les femmes,
à des politiques publiques, des aménagements genrés. Donc, ça peut sembler juste être une question de mots terminologiques. En fait, on fait un petit peu, voilà, on est un petit peu, on fait du chichi un peu sur les mots, mais en fait, c'est plus qu'une histoire de termes. C'est un changement qui est primordial parce que plutôt que de chercher à inclure les femmes, on cherche en fait à voir les choses comme un système. Donc si on utilise juste le terme femme, c'est comme en fait si les hommes n'avaient rien à voir avec le fait que les femmes, par exemple, aient un accès moindre aux espaces publics, du moins un accès libre, libéré, confortable, moindre aux espaces publics. C'est un peu comme si on considérait que les hommes n'ont rien à faire dans cette histoire-là. Et donc en utilisant le terme de genre, les discriminations qui sont liées aux déterminants féminins et masculins dans les politiques publiques sont prises en compte. Donc aborder la question des discriminations à l'encontre des femmes en utilisant le terme de genre, c'est reconnaître un système plus global de domination, c'est reconnaître une responsabilité éventuelle des hommes et de faire attention à ne pas les exclure de l'équation, comme s'ils n'étaient pas concernés. Donc, même si elle était très ancienne, on n'en a pas parlé pendant des années, même si elle était inclue, on n'en a pas parlé pendant des années, mais elle est plus visible car en fait elle est plus publicisée de nos jours. Le problème, c'est que pour une grande partie de la population, même en ayant intégré l'idée qu'il existe des inégalités de genre, il y a quand même une marge qui est assez grande à penser en fait qu'il y a un espace public qui est genré. Parce qu'on a l'image, on a un peu la phrase de dire que l'espace public est neutre. Donc en fait, on peut se demander pourquoi on pense que l'espace public serait neutre, pourquoi ce serait un lieu neutre alors que on parle de système de domination globale. Finalement, même chez les personnes qui expérimentent une peur qui est liée à leur genre, de sortir dans certains lieux à certaines heures, dans leur genre, que ce soit féminin, masculin ou autre, une grande partie de la population relie en fait le fait que l'espace public est un espace qui est théoriquement accessible à tous, parce que c'est vrai, théoriquement, n'importe qui peut y aller, c'est pas un espace privé, au fait qu'il serait neutre. Mais théoriquement accessible à tous ne veut pas dire neutre. Il faut faire vraiment très attention à l'association de ces deux idées. C'est pas parce qu'il y a en fait pas de barrière d'interdiction formelle qu'il y a neutralité. Donc, je dirais qu'il y a prise de conscience, mais il serait bon d'aller un peu plus loin, parce qu'effectivement, à chaque fois que moi je pose des questions dans le cadre de ma thèse, souvent on me dit mais pourquoi vous faites ça, l'espace public il est neutre, moi je vois pas pourquoi vous me demandez ça. Et finalement quand on creuse un peu on se rend compte ah bah oui mais je sors pas après 19h, ah bah oui là de nos jours. Alors justement en quoi, sur quel fait réel, tangible vous vous appuyez pour dire que l'espace public est genré? Pour que les gens qui nous suivent, et encore une fois, qui sont éloignés de nos sujets, et c'est vraiment l'objectif de la Maison de l'Architecture, de décrypter aussi ces sujets, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour dire que l'espace public est genré? Oui, alors en fait, je sais pas combien de temps, mais en fait, vous me coupez si je suis trop longue, en fait, historiquement, l'espace public est genré. Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est que même avant le 19e siècle, une femme qui allait dans la rue, surtout après une certaine heure, mais même de manière générale, était une femme de mauvaise foi. Donc, si on fait un résumé, c'est une prostituée. Donc il y a toujours une dichotomie qui oppose espace public pour les hommes et espace privé pour les femmes. Donc, les femmes restaient à la maison et les hommes étaient espace public extérieur, mais aussi l'espace public de la politique, de ce genre de choses. Avec en fait, ce qui a fait un peu le point de jonction historique, c'est le développement des grands magasins, et notamment
l'arrivée du Bon Marché en 1838 à Paris. Donc la sortie des femmes, ça aussi c'est un peu perturbant quand on s'en rend compte, c'est que la sortie des femmes dans l'espace public, elle a commencé à se démocratiser elle s'est associée avec une fonction commerciale. Elle s'est démocratisée avec l'arrivée, en fait, de centres commerciaux, enfin de grands magasins. Mais cette sortie, si elle est associée à une fonction commerciale, elle est limitée dans le temps, parce qu'elle est limitée à l'ouverture du dit grand magasin. Donc finalement, si l'espace public était associé aux hommes, c'est également parce que c'était les hommes en fait qui s'occupaient de son développement, des plans de restructuration, d'aménagement, de la politique en général. Et finalement, c'est cette tradition dont on hérite aujourd'hui d'une gestion de la ville par les hommes. Donc on peut voir que, pour donner quelques chiffres, en 2014, on avait seulement 17% des femmes maires de communes de plus de 1000 habitants. Il faut savoir que ce chiffre a tout de même augmenté, puisqu'en 2020, on est à 23%. Et en fait, si on creuse ces chiffres, bien que la parité soit nécessaire, enfin que ça soit inscrit dans la loi, qu'il faille de la parité dans ce genre d'institution, on retrouvera plus souvent des élus hommes en charge de certaines fonctions. Donc l'aménagement, les transports par exemple, les fonctions plus globales. Et des femmes en charge des écoles, de l'action sociale par exemple. Donc en fait, c'est des attributions qui sont très genrées dès le départ. Donc la femme est toujours associée, même si elle est dans l'espace public, elle est associée à la maison parce qu'elle s'occupe des enfants, même dans le cadre de la gestion Enfin, elle est élue, mais élue pour s'occuper des enfants. Donc, et en fait, il y en est de même pour les aménageurs, où la plupart des postes au pouvoir de décision, comme celui de Bertrand Masson, par exemple, sont occupés par des hommes. Mais il paraît évident, en fait, de dire que si les femmes se retrouvent historiquement mises de côté dans la construction des espaces publics, il est difficile, en fait, d'imaginer que ces espaces soient neutres, parce que si c'est des hommes qui les construisent, on se doute bien que le produit fini ne pourra pas être neutre, en fait, parce que même avec la meilleure volonté du monde, surtout dans une époque où on ne pensait pas l'espace public genré comme on le pense aujourd'hui, eh bien, s'il n'y a que des hommes autour de la table, eh bien, ils ne vont pas prendre en compte les besoins de toute la population, surtout que il faut prendre en compte le fait que c'était plutôt des hommes d'âge moyen et plutôt des hommes blancs. Donc ça exclut encore plus une grande partie de la population, c'est pas juste les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus large que ça. Donc l'égalité, en fait, elle se mesure pas uniquement à la parité, mais à la distribution des postes et à la distribution aussi de la parole pendant les réunions publiques, où souvent les femmes, si celles-ci on pose des questions qui se rapportent à la famille ou qui se rapportent à un savoir technique qui ne correspond pas en fait à leur stéréotype de genre, elles sont mises de côté. Donc tout ça est à prendre en considération. Donc cela crée donc des espaces publics qui sont plutôt inadaptés, avec des équipements sportifs qui sont régulièrement les mêmes. Donc comme vous disiez, en fait, la plupart je ne sais plus le pourcentage que vous aviez dit sur les équipements sportifs, mais donc c'est plutôt des stades, des skateparks, etc., qui sont appropriés finalement par des hommes, et ça crée en fait on crée en fait sinon des parcs qui, niveau du point de vue paysager, ne prennent pas en compte le fait que les recoins peuvent être une source de crainte, qu'elles soient justifiées par des faits ou non. C'est pas la question en fait. En particulier la nuit. Ou alors qui ne prennent pas en compte qu'un enfant, une personne âgée, qui a des besoins plus réguliers d'aller aux toilettes, donc on ne met pas les toilettes dans le parc, donc en fait ces personnes-là, elles ne peuvent pas y aller. Pareil pour les bancs.
Puis après, bon, bah là, c'est une question aussi d'avoir accès à des toilettes, oui, mais des toilettes sécurisantes, pas des toilettes sales où on retrouve des seringues, etc. Parce qu'on ne va pas amener son enfant dans des toilettes de ce type-là. Au-delà de la question du genre, en fait, c'est la volonté d'intégrer la perception et la vie actuelle des femmes dans toute leur diversité dans la conception des espaces publics. Et de commencer en fait à concevoir la ville de manière inclusive, donc comme vous le disiez, en prenant en compte les genres, les différentes classes sociales, les différentes classes d'âge, les différentes origines culturelles, l'ethnicité, le handicap, les orientations sexuelles. Enfin, on pourrait en lister un nombre impressionnant. Et en fait, tous ces éléments en fait, influencent la façon qu'on a à vivre les espaces publics, qui soient adaptés à notre façon de vivre, à notre façon d'être ou non. Donc ça, si vous avez le premier document que j'ai mis, vous pourrez peut-être le voir à ce moment-là. C'est une assez bonne... je sais, je vais regarder en même temps. En fait, c'est une assez bonne illustration, ce document. Je l'ai perdu. Ah, non, je l'ai trouvé. Donc en fait, on a en fait l'égalité, on a en fait l'insécurité qui est ressentie et l'insécurité qui est vécue. On remarque que pour l'insécurité qui est vécue, finalement, on voit hommes tout en bas et femmes tout en haut. Si on voit sur l'axe des abscisses, sur l'axe du bas, on voit que le pourcentage d'insécurité qui est vécu entre hommes et femmes, il est très proche. Donc en fait, ça veut dire que dans les rapports de police, etc., l'insécurité entre hommes et femmes, elle est assez similaire en pourcentage d'agression, même si elle n'est pas la même, c'est pas le même type d'agression. Par contre, l'insécurité ressentie, on se rend compte que les hommes sous-estiment totalement le risque et que les femmes, en fait, perçoivent le risque de manière relativement vraie, sauf que le problème, c'est que si on avait conscience du risque qu'on prenait à prendre la voiture, à prendre l'avion, on sortirait plus. Et en fait, c'est ça que montre ce graphique, c'est qu'en fait, pour être à l'aise, c'est important tous les jours de pouvoir sous-représenter le risque et pas se dire j'ai une probabilité de pouvoir me faire agresser dans la rue, j'ai une probabilité qu'on puisse me suivre, j'ai une probabilité de me faire violer même. On ne peut pas vivre comme ça en fait. Avoir conscience tout le temps de ça. Donc la femme incorpore complètement en effet ces critères et donc par rapport à justement l'aménagement des espaces publics et faire en sorte que la ville soit plus inclusive, il y a des leviers qui sont identifiés. Est-ce que vous pouvez, et notamment des leviers qui sont assez faciles, sur lesquels on peut agir assez facilement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, pour vraiment permettre une meilleure égalité, une meilleure inclusivité de l'espace public, je préfère utiliser inclusivité en général parce que égalité, c'est très binaire, c'est plutôt femme-homme. Et inclusivité, en fait, ça permet vraiment de voir les femmes, les hommes et autres dans leur diversité. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir penser la ville pour tout le monde, à tous les âges, etc. Donc en fait, un des leviers les plus importants, c'est l'expérimentation. En fait, ça, on va y revenir avec Bertrand aussi, parce que Bertrand en a beaucoup parlé. Il faut toujours regarder ce que font les villes voisines, les pays voisins pour prendre des idées, mais normalement, il sera impossible, enfin du moins très infructueux,
de transposer ces idées directement sur sa propre ville. Parce que les populations seront différentes, la ville sera différente, et que normalement ça donnera un résultat. Dans le meilleur des cas, l'utilisation en sera détournée, et ça sera un succès parce que l'utilisation en sera détournée. Mais bon. En fait, de manière générale, les études tendent à se mettre d'accord sur certains points, comme en fait la nécessité de créer de l'animation, de créer en fait des places, des rues qui vivent en fait, avec des concerts, des commerces, mais des commerces qui ne soient pas juste ouverts pendant la journée, qu'il y ait un mélange entre les commerces ouverts pendant la journée et les commerces ouverts pendant la nuit, des associations. Pardon, je vous coupe, parce que justement, cette vie crée un sentiment de sécurité en ce sens-là? Dans le sens où, en fait, si l'espace n'apparaît pas vide, en particulier en soirée, ça permet d'augmenter les chances d'un sentiment de sécurité. Pourquoi ? Parce que si on identifie, plus il y a de personnes, plus il y a de diversité, en gros. Et plus il y a une diversité de commerce, plus il y a une diversité de personnes. Et en fait, on va se sentir en sécurité si on identifie au moins de personnes qui soient en fait de notre groupe. Si je suis une femme et que, si on fait juste femme-homme par exemple, pour vraiment simplifier au maximum, ce qui n'est pas bien, mais bon, on va le faire pour un exemple. S'autorise à être. On le fait juste pour un exemple, pour être, voilà. Et c'est de dire, en fait, si je suis une femme, que j'arrive dans une place avec un bar qui est ouvert, avec une terrasse, la nuit, a priori, ça pourrait être engageant parce que je me dirais, bon, il y a des gens, c'est plus agréable de passer par là parce qu'il y a des gens. Si ce bar est occupé uniquement par des groupes d'hommes, je me sentirais probablement pas à l'aise. Parce que je me reconnais pas, en fait. C'est pour ça. C'est parce que c'est l'inconnu, c'est l'étranger. Et donc, je me reconnais pas dans ces groupes d'hommes parce que je suis une femme seule. Par contre, si je vois des femmes seules ou qui sont assises même à proximité ou des groupes de femmes, et bien probablement que je me sentirais plus détendue ou que même je ne ferais même pas la réflexion. Parce que mon cerveau n'aurait pas eu le temps de se dire « Ah, il y a peut-être un danger ». Juste, je serais passée, j'aurais regardé, puis j'aurais continué ma route. Ou alors je me serais dit « Bon, ça peut être sympa, la prochaine fois je reviendrai, puis je m'assierai aussi à côté de cet arbre. » Voilà. D'accord. L'important, c'est de se reconnaître. Et donc voilà, et puis un autre stade, c'est de pouvoir voir des familles, de pouvoir voir des personnes âgées, des enfants, etc. La présence, à part ça, la présence d'espaces verts est importante, mais encore une fois, pas n'importe comment. Donc c'est toujours ça le problème. Et la présence de lampadaires, notamment, est souvent quelque chose qu'on retrouve, même dans les commentaires. Je fais une carte participative, notamment sur Rouen, où je demande de pointer les espaces appréciés ou non. Et la demande d'éclairage revient souvent. Le problème étant qu'on ne peut pas éclairer partout et en fait on ne peut pas éclairer à tort et à travers parce qu'on se rend compte en fait que déjà ça sert à rien et qu'en plus certains types d'éclairage font plus peur qu'autre chose. Si on passe et que l'éclairage est un petit peu tremblotant ou alors qu'il est un petit peu, je sais pas, un peu blanc, on peut se dire ouf, c'est glauque. Et en fait, ça fait, en fait, ça crée un problème. Voilà, on a de l'éclairage, mais il va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, donc enfin, il y a certains types d'éclairage qui sont plébiscités, voilà, par les études qui, je suis sûre, ont fait un très bon travail sur. Mais donc c'est pas une solution miracle, il n'y a pas de solution miracle. Effectivement, il faut l'éclairage, mais voilà, il faut faire attention aussi aux autres habitants. Il faut savoir qu'une ville, c'est un écosystème comme un autre, qu'il y a les humains, mais il y a aussi l'environnement, et qu'il faut prendre en compte l'environnement
qu'on peut pas prendre une zone un peu désertée et la blinder d'éclairage parce qu'il y a une personne qui passe. C'est pas qu'on va sacrifier la personne, mais peut-être on peut ramener l'arrêt de bus, par exemple, ou que cette personne utilise, un peu plus proche de la civilisation. C'est au cas par cas, en fait. C'est ça. Donc le levier le plus important, en fait, c'est, vu que c'est au cas par cas, c'est d'impliquer les citoyennes, les citoyens dans la concertation, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la métropole, avec un vrai temps d'écoute et de mettre en place des activités donc, de quartier et de continuer en fait l'investissement une fois le projet terminé. Parce que si on a réaménagé un quartier et qu'on passe directement au quartier suivant, on n'a pas eu le temps, enfin les gens n'ont pas eu le temps de s'adapter déjà. Et en plus, notamment les quartiers les plus difficiles, où souvent on a le plus de moyens financiers pour réaménager, un espace public qui se dégrade, notamment qui se dégrade rapidement, est source d'insécurité. Donc le temps que les gens peut-être s'habituent à avoir le nouvel espace public, à avoir de belles choses, des choses pratiques, etc., c'est que si toutes les semaines il y a un tag, ça dépend du tag, mais si c'est pas un espace dédié, si toutes les semaines il y a quelque chose de cassé, et toutes les semaines il va falloir le réparer, au moins pendant un certain temps, parce qu'en fait sinon le but n'aura pas été atteint, parce que les personnes vont se penser oubliées, même si effectivement ça coûte de l'argent de réparer un panneau indicateur, de réparer un banc, etc. Mais en fait, c'est très important pour permettre au moins l'ancrage, parce qu'il y a toujours une période d'adaptation, un nouvel aménagement, et en fait, il faut l'observer, voir comment ça marche, et ensuite le réadapter si besoin. D'accord. Avant de passer la parole à Bertrand, moi, j'aimerais que vous nous parliez peut-être d'un dispositif ou d'une façon aussi de susciter, d'interroger la population et puis de susciter aussi l'appropriation. Ce sont les marches exploratoires, et je sais que vous en avez développé sur la métropole de Rouen. Oui, donc j'en ai développé sur la métropole de Rouen, donc notamment en alliance avec la métropole de Rouen, notamment pour trouver les personnes, les femmes intéressées pour faire ça. Donc, notamment la marche exploratoire de Saint-Sever. Donc, si vous avez le visuel de la marche exploratoire de Saint-Sever. Donc, en fait, une marche exploratoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui est largement utilisé, qui est en fait de demander à un groupe de personnes. Ça peut être un groupe de personnes et pas juste un groupe de femmes. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, si on est dans le cadre d'un groupe de femmes, en général, ça peut être une dizaine de femmes. Là, ça a été beaucoup moins parce que j'ai un petit peu adapté la technique des marches exploratoires. Mais normalement, en fait, on fait une marche dans le quartier proposé, donc entre différents lieux qu'on a vu un peu en réunion avec les personnes impliquées auparavant. Et on va point par point en regardant en fait, alors dans cette rue, qu'est-ce qui pose problème ? Est-ce que le trottoir ici il est trop petit ? Moi, j'arrive pas à passer avec mes enfants. Là, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Ici, je pense qu'il faudrait mettre plutôt un panneau. Ici, je pense que cet espace vert, il gagnerait à avoir une toilette ou ce genre de choses. Et ensuite, après, il y a plusieurs réunions qui se suivent après la marche pour en fait pouvoir faire vraiment un débriefing, une analyse de ce qui a été vu et éventuellement de mettre en place certains éléments où les personnes se sont mises d'accord, les personnes du groupe se sont mises d'accord sur certains éléments, donc on va agir sur ces éléments-là. Donc le quartier, la ville en question agit sur les éléments et voit en fait comment ça se passe, est-ce que la situation s'est améliorée ou non.
D'accord. Donc c'est à la fois ce qu'on appelle du diagnostic et aussi de la préconisation finalement. Voilà, mais c'est du diagnostic. Mais en donnant la parole aux habitants, aux usagers qui fréquentent et qui connaissent le terrain dont on parle. C'est ça. C'est du diagnostic en lien très fort avec les habitantes, les habitants d'un quartier donné. Donc ici, ça a été en fait fait avec des habitantes du quartier de Saint-Sever. Donc la petite différence étant que moi je fais ce que j'appelle les marches exploratoires comparatives. Donc je prends un groupe de femmes, de 4 ou 5 femmes maximum, dans leur quartier. On fait une première marche, donc elles ont déterminé en fait les lieux où elles voulaient passer. Et ensuite on fait la même chose en centre-ville. Mais en centre-ville, ça sera toujours la même marche pour tous les groupes de différents quartiers, pour pouvoir en fait comparer. D'accord. Ouais. Donc là, en fait, pour aller très rapidement, parce que je vois l'heure qui passe, en fait, ici, ce qu'on voit sur la carte du centre-ville, il y a des petites pastilles. Je leur ai demandé en fait de se mettre d'accord sur l'aménagement, sur la mixité et sur leur sentiment dans l'espace. Donc l'aménagement, c'est les pastilles qui sont vert clair et jaune. Donc on peut marquer que, vert clair c'était bien aménagé, jaune c'était un peu moyen, et puis il y en avait une autre pour totalement refait. On peut remarquer que c'est globalement plutôt pas trop mal, on va dire. Enfin, c'est plutôt soit on est sur la bonne voie, soit... oui, un ressenti positif. Un ressenti relativement positif. Le vert foncé, le bleu et le rose, voilà, le rose-rouge, dans les pastilles un peu de taille moyenne, c'est pour la mixité. Donc, vert foncé, c'est mixte, rose, c'est plutôt femme, et bleu, c'est plutôt homme. Donc ça, c'est très genré, mais c'est parce que j'avais en fait voulu faire, au départ, j'avais voulu faire quelque chose de plus neutre, et en fait, je me suis rendu compte que, étant donné que je vois des personnes de quartiers très différents, d'horizons très différents, en fait, c'est beaucoup plus facile de jouer avec les stéréotypes et que ça soit direct, en fait, qu'elles identifient directement. Bon, bleu, c'est pour les hommes et rose, c'est pour les femmes, parce que, voilà, j'ai appris c'était comme ça. J'aime pas en général jouer là-dessus, mais voilà. Donc, là, en fait, c'est plutôt mixte, à part, en fait, donc, rue de la République, où ils ont identifié plus d'hommes. Et en fait, rue des Carmes, où elles indiquent quand même le rose, mais par rapport au magasin. Donc on revient un petit peu à notre historique de l'alliance entre femmes et magasins, femmes dans les rues et magasins. Donc globalement, il y a plutôt un ressenti qui est agréable. Les petites pastilles, en fait, les petites pastilles, celles qui sont roses, ça veut dire qu'elles ont un ressenti agréable. Orange, ça veut dire que c'est plutôt désagréable. Donc là, c'est plutôt par rapport à un aménagement en particulier, au fait qu'il y ait plein de flux, en fait, avec le Théor, avec les voitures, en fait, elles ne se sentent pas forcément en sécurité, pas forcément pour une question de genre, mais plutôt pour une question d'aménagement, où en fait, il y a trop de gens, mais en même temps, c'est un hub de circulation, donc on ne peut pas faire grand-chose. On peut essayer de faire quelque chose, mais... Et sur la rue de la République, là, on voit qu'il y a plutôt plus d'hommes qui s'attardent au café, que c'est irrita, insécurité le soir. Et là, on voit que la Bastille est plutôt désagréable. Parce qu'elle ne peut pas me passer là le soir et se faire observer. Si on passe en fait à la prochaine, celle de Saint-Sever, eh ben, on voit qu'on a quelque chose de très différent parce que en fait on a soit du jaune pour l'aménagement, donc plutôt de l'entre-deux, soit du orange, donc ça veut dire c'est totalement désagréable. Et on a plutôt on voit plutôt des pastilles bleues, donc ça veut dire plus d'hommes. Et plutôt en fait des pastilles plutôt désagréables ou désagréables.
en notant que la pastille agréable est dans le seul espace qui est marqué comme mixte, et entre, donc elles ont mis une pastille verte et une pastille jaune pour dire que on y était presque, quoi. Que c'était pas vraiment bien aménagé, mais qu'elle voulait pas aller jusque-là, mais qu'on était à ça. Donc, en fait, elle dit que voilà, il y avait un petit problème de matériaux dans cet espace-là, que pour les poussettes, c'était pas pratique, mais que, bon, globalement, on était plutôt bien. Donc, il y a vraiment une association qui est faite entre la vision qu'on a genrée de l'espace public, le sentiment qu'on ressent et la perception qu'on a de l'aménagement. En fait, tout ça est très lié. Et c'est ça qui est vraiment mis en évidence. Il y a d'autres choses intéressantes, mais il n'y a pas le temps. C'est ça qui est vraiment... Et c'est ça qui nourrit, et c'est là, moi, je me tourne vers Bertrand, qui nourrit aussi, d'abord, là, il y a une matière, une analyse. Pour vous, concepteurs qui réfléchissez aux futurs aménagements, c'est vrai que quand on a réfléchi il y a plusieurs mois à cette rencontre à la Maison d'Architecture, on avait été inspiré par les nombreux articles qui sont sortis dans la presse nationale et locale avec les projets portés par la métropole. Moi, je voudrais savoir comment vous en êtes venu aujourd'hui, enfin il y a plusieurs mois, plusieurs années, à prendre en compte aussi cette réflexion, cette analyse, comment tout ça s'est mis en place? Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, cette prise de conscience, elle a été un peu par hasard. Alors, peut-être, Marion, si vous pouvez mettre la diapositive, la première. En fait, elle est liée à un comptage qui a effectué un service sur plusieurs ponts traversant Rouen, notamment le pont Guillaume le Conquérant, alors avant son réaménagement, et puis le pont Boileau. Et ces comptages montraient que sur le pont Guillaume le Conquérant, on avait globalement plus d'hommes et très peu de femmes, et sur le pont Boileau, des hommes seuls, des femmes seules, des hommes âgés seuls, des femmes âgées seules. C'était un mouvement de comptage qualitatif, et puis des groupes mélangeant hommes et femmes et enfants. Et ces deux comptages m'ont beaucoup interrogé parce que j'ai pris conscience d'un coup qu'il y avait donc des espaces qui n'étaient pas fréquentés par les femmes. Je n'ai pas compris vraiment pourquoi à l'époque. Pourquoi on ne traverse pas quand on est femme le pont Guillaume le Conquérant? Quelle est la raison? Ça m'a interrogé, je me suis un petit peu documenté, j'ai regardé un petit peu 2-3 sujets concernant notamment les réflexions qui étaient menées sur les cours d'école et sur la structure l'espace au travers des cours d'école, qui est un cas assez exemplaire, puisque globalement, les cours d'école d'Europe, on a le terrain de foot au milieu et une bande de 2 mètres autour du terrain de foot qui permet à ceux qui ne jouent pas au foot d'être là, donc de jouer éventuellement à la marelle, à l'élastique, à discuter, à jouer aux billes, et puis d'apprendre à esquiver le ballon, donc de voir en permanence être sur la défensive. Ça m'a beaucoup interrogé, et au même moment, on était en train d'aménager les quais rive gauche, les quais bas avec la grande promenade linéaire, les 3 km de jardin, et on arrivait sur la section sportive. Sur cette section sportive, on était en train d'aménager 4 city-stades, partant du principe qu'on faisait des aménagements sportifs pour, en gros, les jeunes 15-25 ans. Et en y réfléchissant un petit peu, ça va assez vite finalement, on dit oui, les jeunes de 15-25 ans qui vont donc jouer au foot, au basket, peut-être au volley, ça va être qui? Ouais, ça va être globalement plutôt les garçons, les filles. Voilà, donc tout ça au même moment, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il faut casser cette dynamique. Je ne sais pas trop comment faire. L'idée m'est venue, je ne sais pas trop pourquoi, d'une piste de roller derby. Donc peut-être Marion, si vous pouvez passer sur la diapo suivante, et puis voilà, la prochaine. Après, piste de roller derby, pourquoi? Parce que je voulais permettre un espace où, en tant que... C'est un sport, alors pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est un sport de roller à 4 roues, 4 roues en quad, pas en ligne. Où on prend de l'espace, ça frictionne un petit peu et c'est à l'origine un sport typiquement féminin. Voilà, partons du principe qu'à l'origine le foot était un sport typiquement masculin.
Et donc, c'est d'essayer d'offrir finalement un espace similaire pour de la pratique féminine à ce qu'on avait sur le CityStade. Donc, 4 CityStades prévus, on en enlève un, on remplace par ça, par cet espace-là, se disant, au pire du pire du pire, on s'est trompé, on aura fait un coup de peinture au sol pour rien, et on remettra un CityStade classique si, voilà, on s'est trompé. L'objectif, il était d'essayer de casser cette dynamique et de voir et d'essayer d'observer ce qui allait se passer. Et puis, assez rapidement, on le verra peut-être sur la diapositive suivante, on a une pratique féminine qui est apparue vraiment de roller derby. Donc, il y a 2 clubs sur l'agglomération, donc elles se sont appropriées cet espace. Et puis, on a vu surtout, et c'est ça qui est très intéressant, d'autres pratiques arriver. Et des pratiques beaucoup plus libres que les gens, alors qu'on soit homme ou femme, s'autorisaient sur cet espace, avec notamment de la glisse, donc du roller ou autre, et puis de la danse, des gens qui faisaient un peu des petites activités. Et ça, c'était très intéressant parce que ça a permis de décoder un petit peu ce qu'était finalement notre réponse toute faite de je fais un équipement sportif pour les jeunes, le CityStade, et de s'apercevoir qu'en fait, l'écriture du CityStade renvoyait à un usage et finalement, de ce fait, interdisait les autres usages. Et en fait, on a observé pendant près de 2 ans ce qui se passait sur le CityStade de foot à côté. Et on devait démonter régulièrement les grillages ou démonter les poteaux pour les 24 heures de autres. Et donc on voyait ce qui se passait quand il n'y avait pas les grillages, quand il y avait un seul poteau de basket notamment. Et tout d'un coup, on voit que la pratique codée du match, donc 2 équipes plutôt garçons qui arrivent, eh ben, elle explosait complètement. On avait un public familial, intergénérationnel et surtout un public mixte qui venait utiliser l'espace. Et on voit par exemple que sur un CityStade, le fait qu'il y ait un grillage affecte clairement l'usage du foot. On n'irait pas faire la capoeira au milieu d'un CityStade entouré par un grillage avec 2 poteaux. On le fait sur une piste de roller derby. Voilà. Donc, c'est parti de ça. Et à partir de là, c'était de s'apercevoir que finalement, on pouvait arriver à faire évoluer doucement les pratiques. C'est pas sans poser d'autres problèmes après, derrière, sur cette piste, qui est assez intéressante parce qu'elle a focalisé des attentes purement sportives club de manière très forte, qui n'est pas complètement objectif. Elle a créé aussi d'autres pratiques non souhaitées qui ont été intéressantes à observer, c'est-à-dire qu'il y avait une présence féminine un peu plus forte, donc les garçons qui voulaient draguer de manière un peu forte, voire du harcèlement, heureusement, plutôt entre guillemets léger, mais harcèlement quand même, sifflage, etc. Et ben, ils savaient qu'il y avait des femmes et des filles qui étaient présentes, et donc c'est devenu un lieu où certains venaient. Donc on voit que cette ouverture, elle n'est pas sans poser d'autres problèmes, et qu'en permanence, finalement, c'est à partir de là que notre démarche est née, de se dire, ok, on a avancé, peut-être d'un pas, attention, on a très loin d'avoir gagné, ne serait-ce que sur cet espace-là, et il faut être en capacité en permanence de se reposer la question, d'observer, ce que disait Eugénie tout à l'heure, d'observer comment l'espace vit, comment les gens s'approprient, là on va dire plutôt cet équipement, les interactions sociales qui ont lieu dessus, pour essayer de comprendre si on est finalement pour cet aménagement-là sur la bonne voie, et surtout c'est de conserver cette capacité à s'interroger. Et c'est à partir de là qu'on a essayé d'essayer un petit peu sur d'autres aménagements. Alors je vais essayer d'évoquer là des sujets qui sont finalement en tant qu'aménageurs ou pour des architectes, des urbanistes, des paysagistes, qui sont peut-être des non-aménagements. En fait, je voudrais essayer de montrer comment par des choses qu'on ne voit pas, on peut essayer peut-être d'améliorer un tout petit peu la situation avant de se dire c'est pas toujours des grands gestes en fait qui vont faire que les choses peuvent évoluer. Sur la diapo suivante, on voit 3 types d'aménagements. Alors je vais... Pardon. On a, alors c'est la rue Saint-Sever, la première, c'est des bancs qui sont posés, alors des bancs qui sont avec un mobilier qu'on retrouve assez classiquement maintenant, qui ne sont pas nécessairement un mobilier de banc en tant que tel avec un dossier, mais qui sont plutôt de quoi s'asseoir, de manière informelle. Et on a réfléchi à comment on s'asseyait sur un banc quand on était homme, quand on était femme, quand on était
seul ou en groupe. Et on s'est aperçu que d'avoir quelque chose derrière un banc était plus rassurant. Et comme le disait tout à l'heure Eugénie, cette prise de conscience du risque, elle est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Donc, en amenant de la sécurité, on aide les femmes à s'asseoir sur les bancs. Donc, on a travaillé sur comment amener cette sécurité, et c'est notamment d'adosser ces bancs à quelque chose derrière. C'est plus compliqué de s'asseoir sur un banc quand il y a un espace derrière qu'on peut passer sans problème. On peut avoir ce sentiment d'insécurité. S'il y a une végétation, c'est un petit peu plus compliqué. S'il est adossé à un mur, c'est pareil, c'est plus compliqué. Alors, la photo qu'on voit, l'aménagement est récent. Donc la végétation n'a pas encore pris toute sa place, mais c'est cette démarche-là qu'on a essayé d'initier. On ne le voit pas sur la photo, mais on a aussi bougé quelques bancs pour les mettre en phase de dialogue, c'est-à-dire être capable d'avoir des bancs peut-être à la perpendiculaire parfois et de pouvoir discuter. Un banc, c'est fait pour se reposer, c'est intéressant quand on peut regarder un point de vue ou autre. C'est aussi intéressant pour discuter, et on ne discute pas toujours avec la personne assise à côté de soi, on discute des fois, c'est agréable de discuter avec la personne en face de soi ou dans la tête à 90 degrés. Et donc, en déplaçant certains bancs pour juste permettre ces discussions, on a essayé aussi d'intervenir, et notamment sur la femme quand elle est accompagnante. La femme, par rapport à l'homme, est plus accompagnante que l'homme, c'est-à-dire que c'est elle qui accompagne plus les enfants, c'est elle qui accompagne plus une personne âgée, et donc elle est un peu moins souvent seule, et donc elle va pouvoir avoir un besoin de s'asseoir et de pouvoir discuter avec d'autres personnes. C'est par ces exemples-là qu'on a essayé d'améliorer l'espace qui était en cours d'aménagement, donc avec d'autres équipes. C'est pas quelque chose qui est très visible, mais c'est quelque chose qui permet une réappropriation douce de l'espace et d'avoir cette mixité un petit peu plus forte. Le deuxième sujet, Eugénie en parlait, ce sont les sanitaires, les toilettes. Alors ça, c'est une évidence, c'est le truc qu'on n'aime pas beau, sauf que c'est juste pratique. C'est juste donner le droit à tout le monde d'aller dans un espace autant de temps, qu'on soit femme ou homme. Alors, je parlais de la femme accompagnante. Si on accompagne des enfants, c'est plus simple d'avoir des toilettes accessibles. Si on accompagne une personne âgée aussi, c'est aussi la femme tout court, notamment période de menstruation, c'est peut-être plus agréable de pouvoir aller régulièrement aux toilettes si on en a besoin. Et puis il y a un dernier élément qui est invisible, mais qui montre bien tout ce qu'on a évoqué depuis le début, c'est que l'homme, s'il n'y a pas de toilette, il va trouver pour certains, pas tous heureusement, il va trouver un coin, il va trouver un arbre et il va aller faire pipi n'importe où. La femme, ça sera un peu plus compliqué. Et on retrouve cette espèce d'appropriation forte et forcée de l'homme sur l'espace public, qui, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, de toute façon, voilà, j'y reste, point barre. Voilà. Et donc de pouvoir amener des toilettes dans un aménagement, que ces toilettes soient propres, entretenues, ouvertes, c'est un élément extrêmement important pour permettre à toutes et tous d'avoir un temps d'usage de l'aménagement similaire. Par anecdote, le seul retour négatif que l'on a eu sur les quais, c'était notamment la question des sanitaires, parce qu'en fait, on a eu un petit peu de mal à les mettre en fonctionnement. Donc, on a 3 sanitaires qui sont aménagés sur la promenade. Ils n'étaient pas en fonctionnement. Et le seul retour négatif qu'on a eu au début, c'était des femmes, mères de famille notamment, qui disaient moi, j'étais sur les quais, très bien. Mes enfants avaient vidé les toilettes, j'y suis resté qu'1 heure et demie, j'ai pas pu rester plus longtemps parce qu'il fallait remonter. On voit bien là que cet aménagement que finalement on ne voit pas, il concourt bien à rendre visible, vécu l'aménagement sur lequel on aura passé beaucoup de temps en tant que concepteur. Et le dernier point, ça concerne la concertation. Alors là, c'est vraiment pas de l'aménagement en tant que tel, puisqu'on en est sur les éléments de réflexion de l'aménagement. Mais on s'est aperçu de plusieurs choses, et que j'ai évoqué. La concertation à 18h le soir, c'est globalement plutôt des hommes blancs, plutôt des hommes blancs qui ont un travail, et plutôt des hommes blancs qui ont un travail et qui sont cadres. Il est très vite dans le schéma. Si en plus on appelle ça concertation, on exclut tous ceux qui, pour des raisons qui ne sont pas légitimes et qui sont celles qui sont vécues, n'osent pas s'exprimer et ne vont donc pas venir. Donc en plus, même s'ils pouvaient venir à ce créneau 18h, ils ne vont pas oser venir.
Et donc, on a organisé de la concertation sans appeler ça de la concertation, notamment au travers de visites ou thématiques. Donc, la photo que vous avez, c'est une visite histoire. On avait organisé, d'ailleurs avec la maison de l'architecture, je crois, sur le quartier Saint-Sever. On avait fait aussi une visite le dimanche après-midi, on a fait des visites à vélo. Et ces visites ou thématiques ou avec l'idée d'une promenade sont un moyen pour nous de concerter, c'est-à-dire qu'au-delà d'apporter l'architecture, des éléments sur l'histoire de tel ou tel quartier, on vient aussi, on a préparé ça aussi comme un élément de concertation, en capacité de poser des questions, de collecter des réponses, de collecter le matériau qui nous sera apporté. Et ce dont on s'est aperçu, c'est plusieurs choses. C'est qu'un, le public est beaucoup plus mixte. Deux, parlent tout autant les femmes que les hommes. Et puis on a peut-être juste deux histoires assez intéressantes. Dimanche après-midi, clairement, un public beaucoup plus féminin. Alors, est-ce que c'est le moment où les femmes peuvent laisser finalement les enfants à la maison parce que le père est là et que c'est vraiment possible? Je ne sais pas la cause, mais c'est clair qu'on a un public très nettement plus féminin. Et puis, sur les questions de sécurité, on avait une concertation qui était entre midi et 2, et puis on pose la question. Donc, il y avait des hommes, des femmes, plutôt des salariés, c'était sur Saint-Sever. Et voilà, est-ce que tel espace, vous vous sentez bien, on se promenait d'espace en espace. Et puis, il y a une femme qui dit, ah oui, moi, à cet endroit-là, à partir de 19h, je ne me sens pas très bien, j'ai un peu peur. Et puis, il y a un homme, sans aucune méchanceté, voilà, qui dit, mais non, moi, non, je me sens très bien, il n'y a pas de problème. À partir du moment où cet homme-là a donné cette expression, plus aucune expression féminine s'est faite, notamment sur les questions de sécurité. Voilà, donc c'est un élément très fort parce que, et je pense que si on n'avait pas eu ce regard-là genré, il y a quelques années, on n'aurait pas compris, on n'aurait pas vu cette réponse, et derrière ces non-réponses qui ne sont pas exprimées, qui ne se sont plus exprimées pendant la concertation. Et ce qu'on retient un petit peu de notre démarche, d'abord c'est qu'on est très loin d'arriver au but, qu'ensuite on n'a vraiment pas la solution, et peut-être le seul élément de solution que l'on ait aujourd'hui, c'est d'être en capacité de se questionner. Et donc, si on se questionne, c'est de se dire qu'on est en situation de pouvoir se tromper, de construire éventuellement un plan B, un moyen de se rattraper, mais d'accepter qu'on va se tromper, et que donc on va être en capacité de revenir sur ce qu'on a fait, de corriger. Et c'est notamment ce qu'on est en train de regarder maintenant sur ce qui va se passer avec, pour ceux qui ne sont pas rouennais, le grand parc de l'agglomération qui vient d'être ouvert, qui est quasi finalisé, qui s'appelle le parc du Champ des Bruyères. C'est un parc de 30 hectares en plein cœur du territoire, où on a justement travaillé sur cette question de l'accès pour toutes et tous, un regard genré sur une partie de nos aménagements, des parties d'aménagement sportif, des questions de cheminement, des questions de pouvoir s'asseoir, des questions de qu'est-ce qu'on peut faire dans le parc. Et on va essayer de regarder, d'observer ce qui s'est passé. Et il y a certains aménagements où voilà, on sait qu'on peut revenir intervenir dessus pour éventuellement modifier, corriger, parce que ce qu'on a travaillé sur l'hippodrome, c'est complètement différent de ce qu'on avait travaillé avant sur les quais ou sur la rue Saint-Sever. Ce qu'on va travailler sur les hauts de Rouen aussi va être avec une approche complètement différente. Voilà, donc ce qu'on veut essayer, c'est de se dire que c'est en ayant le regard ouvert et la capacité de s'interroger qu'on va peut-être pouvoir arriver à améliorer un petit peu la situation. Et pour répondre un peu à ce que disait Anne tout à l'heure en introduction, Anne parlait de 75% des budgets pour les équipements sportifs qui étaient à destination des hommes. Je pense que si on faisait le même travail sur l'aménagement de l'espace public, on serait certainement même pourcentage sur l'ensemble des espaces publics. Alors qu'on est tous persuadés certainement de faire quelque chose pour tout le monde. Et c'est ça qui est le plus paradoxal, c'est que en fait, non, on ne fait clairement pas quelque chose pour tout le monde, on fait quelque chose pour tel type de population. Et je pense qu'après, à partir du moment où on enclenche cette démarche-là sur le genre, on peut aussi être en capacité tout doucement de se questionner, enfin tout doucement ou rapidement d'ailleurs, ça dépend de chacun, sur des questions sociales, sur des questions générationnelles qui sont elles aussi, si on réfléchit, je pense assez criantes sur l'inégalité de traitement de nos aménagements.
Oui, on voit bien que cette question du genre, par rapport à ce que disait Eugénie, donc de faire attention à l'utilisation du vocabulaire et donc pas de la vie égalitaire mais inclusive, en effet, par rapport à la génération, par rapport aux âges, etc., on est exactement dans la même démarche. Oui, oui, tout à fait. La différence, peut-être, c'est que la question de génération, tout le monde la comprend très très vite. Peut-être qu'on se projette, on va tous se projeter vieux ou vieille. Elle est plus visible, c'est ça que vous voulez dire ? Elle est plus visible, et puis on va tous être vieux ou vieille. Donc on imagine bien qu'un jour, on aura du mal à se déplacer. En revanche, on est tous globalement hommes ou globalement femmes. Peu de gens changent de genre. Alors, on a la question transgenre, mais c'est relativement faible. Donc, à part une personne qui est dans cette optique-là, on est homme et on va avoir ce cheminement homme, ou on est femme et on va avoir ce cheminement femme. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile de se projeter dans l'autre genre qui n'est pas le sien. Une petite anecdote, il y a quelques années, quand on a commencé ces réflexions, on évoquait ça en réunion avec plusieurs services qui travaillent sur l'aménagement, et puis on expliquait voilà, notre approche sur les bancs, les questions qu'on se posait et tout, et une des réflexions d'un homme a été, mais on va perdre notre pouvoir. Et il s'est bien posé en tant que j'ai l'espace public qui est à moi, et en quoi, si les femmes, comment dire, si on commence à s'attacher à l'ouvrir aux femmes, c'était une question de pouvoir, et quelque part derrière ça, de domination, ce qu'on retrouve dans les questions évidemment genrées, qui va bien au-delà de l'espace public. Et c'était très intéressant parce que ça s'est exprimé, ce qui aurait pu ne pas s'exprimer, mais ça montre, je pense, le chemin qu'on a à parcourir, et de se dire que non, c'est pas du tout une question de pouvoir, au contraire, c'est à l'inverse. Mais ça, il faut arriver à décoder, des schémas qui sont aujourd'hui parfois très ancrés chez certains ou certaines, et arriver à faire en sorte de comprendre que c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est bien l'un avec l'autre, et qu'il n'y a pas d'espace pour l'un, pour l'une. Au contraire, c'est bien. Plus l'espace est mixte, plus il est nombreux, plus il est potentiellement sympa. J'avais une question notamment sur, on a parlé d'aménagement sur mesure qui prennent en compte justement l'analyse des usages au préalable avec des interventions qui sont très fines finalement pour être justement calibrées en fonction des usages, qui demandent une flexibilité, enfin une réadaptation constante. Comment, dans le dialogue avec les équipes et dans le dialogue avec les élus, on peut faire passer ce message-là, de se dire, bah voilà, on a pris du temps, on a fait des études et on a préconisé tel type d'aménagement. Ça a fonctionné pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 18 mois, mais maintenant, il faut réadapter, recalibrer, parce que c'est plus complètement ça. Alors, cette phase-là, elle est plutôt devant nous. C'est-à-dire que nos aménagements, ils sont assez récents. C'est vrai que ça sera un sujet tout autant certaines, Eugénie en parlait, certains mobiliers peuvent s'abîmer et détériorer pour X raisons. Il faut réintervenir. Il faut qu'on se donne le droit de se dire qu'on peut réintervenir, alors évidemment à la marge, mais c'est se donner justement cette capacité dès la conception de pouvoir réintervenir à la marge. Si je prends l'exemple des bancs et de la rue Saint-Pierre, la photo que vous voyez, ça va être très compliqué de réintervenir, clairement. Parce que c'est aujourd'hui des bancs qui servent en même temps de fermeture de massif. Voilà. On aurait imaginé des bancs plutôt en mobilier classique, déboulonnables. C'était peut-être plus simple à réintervenir demain si on voulait déplacer. Voilà. C'est des choses, je réponds là à chaud, mais c'est des choses là qui vont se faire en avançant, où on va être confronté à un problème. Ah ben oui, finalement, on n'a pas atteint notre objectif avec la question du banc, par exemple. Comment je bouge? Ah ben oui, là, ça va être compliqué à bouger, donc peut-être le prochain, il faut trouver un système de banc plus mobile. Voilà. Si on prend juste l'exemple on essaye par exemple sur le parc du Champ des Bruyères, il y a un des cyclistades où plutôt que de mettre les deux panneaux comme ceci, 2 panneaux de basket,
où on va jouer au milieu, on les a retournés, on les a mis au centre du terrain, dos à dos. L'idée étant de casser comment ça s'appelle, cette habitude de deux équipes qui arrivent. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Peut-être que ça ne va rien donner, peut-être que ça va être très positif. Et ça, en revanche, on se dit, c'est assez simple à corriger. Dans un sens comme dans l'autre, peut-être qu'il faudra mettre 3 panneaux. On pourra en planter un, peut-être qu'il n'en faudra qu'un, on pourra en enlever un. Peut-être qu'il faudra revenir sur le schéma initial en racontant quelque chose autour. On reviendra sur un schéma initial. Là, on s'est dit, bon, c'est assez facilement modulable. Voilà. Donc, et le but, il bouscule les habitudes, et peut-être qu'en bousculant les habitudes, évidemment, comme ça nous, fera une place aux femmes, c'est ça. Voilà, ouais. Et puis on vient se questionner, c'est peut-être intéressant aussi en tant qu'usager, usagère, de venir se questionner sur un espace. Ouais. Donc on voit bien aussi toute la place et l'intérêt de projets créatifs qui laissent la place à l'imagination pour justement ouvrir un espace voilà, de liberté finalement. Oui, ben c'est l'exemple un peu, pour nous, est très intéressant ce qui se passe sur la piste de roller derby, où les gens se sont donné la liberté d'en faire ce qu'ils voulaient. Ce qui n'est pas le cas dans un city-stade entouré de barrières ou de grillages avec 2 terrains de foot. Très très rare de voir d'autres usages que du ballon. Parce qu'on ne se donne pas cette liberté. Sur un espace qui est moins affecté, on se donne cette liberté. C'est un peu le banc qui ne ressemble pas à un banc où on va avoir des skateurs qui vont faire de la glisse dessus. Peut-être un peu moins quand le banc ressemble à un banc. Je voudrais, avant de donner la parole à Marion, en tout cas pour qu'elle puisse nous passer vos questions, donc je vous encourage à poser vos questions à Eugénie Lebigot puis à Bertrand Masson. J'avais une dernière question, peut-être dans cette appropriation d'installation, quel temps il faut d'analyse pour voir que ce que vous avez imaginé fonctionne ou ne fonctionne pas? Est-ce que vous donnez un délai, vous disant la mayonnaise va prendre encore un petit peu, etc. Ou disant non, on a visé à côté? Alors, c'est un gros sujet du moment. Alors, clairement, sur des espaces de type parc, on se dit que 3 ans, 5 ans, 3 ans minimum, c'est le temps pour qu'un parc commence à vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du végétal. Et le végétal, il est un peu tendre au démarrage. Et il faut 3 ans pour ressembler à quelque chose. 5 ans pour vraiment avoir sa puissance et pouvoir s'exprimer. Et donc, s'il est bien là, s'il est ancré sur son espace, ce qui va se passer autour va aussi pouvoir être en lien avec vraiment ce qu'on voulait créer au départ. Voilà. Après, sur des espaces très minéraux, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce qu'on essaye de faire, on travaille de plus en plus avec essayer d'accroître notre compétence en sociologie, en regard justement des usages, pour essayer de comprendre comment ça passe, parce qu'on avait trop tendance certainement à livrer un espace et se dire bah, c'est bon, ça y est, c'est fait, on passe au suivant. Et de le garder, de le regarder des années après, d'essayer de passer ce temps-là pour voir comment ça passe, comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, de comprendre ce que veut dire la présence de telle ou telle personne, de comprendre aussi ce que veut dire les interactions, parce qu'au-delà des gens, il y a aussi des interactions. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de naître. Voilà, j'aurais pas de réponse. Et non, peut-être pas malheureusement, heureusement d'ailleurs. Voilà. Et je pense que c'est aussi chaque espace est différent sur son plan de groupe. Eugénie, je vois que vous hochez la tête. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. On ne peut pas donner un temps précis, générique. De la même manière qu'on ne peut pas transposer un espace qui marche bien dans un quartier, dans un autre quartier. Ouais. On ne peut pas déterminer, bon, bah, ça a bien marché ici dans 6 mois, donc ce même type d'aménagement, on lui laisse que 6 mois pour pouvoir... ça va dépendre de la population qui l'utilise, du type des autres aménagements qu'il y a à proximité, de comment voilà, ça se fera apprivoiser ou non. Ça va dépendre beaucoup de... Marion, est-ce que tu as des questions à poser à nos intervenants?
Oui, je rallume mon micro. Bonsoir à tous. Je vais partager avec vous les commentaires et les questions. Donc déjà, on vous remercie pour tous les trois pour cet échange très intéressant. Et on me demande s'il y aura un replay. Donc oui, il y aura le replay sur Facebook et sur le site web de la Maison de l'Architecture. Il y a eu quelques commentaires sur, voilà, pour appuyer un petit peu, pour compléter vos propos sur l'exemple de la femme accompagnante qui utilise les trottoirs avec poussette ou accompagnant une personne âgée. Ça parle à tout le monde, enfin à beaucoup de femmes. Voilà. Et voilà, que c'est déjà se confronter à une difficulté que de parcourir des trottoirs étroits. Quand on est une femme en ville, un autre commentaire sur la politique du genre qui doit être pensée au début de la réflexion politique. Vous pourrez lire la suite du commentaire plus tard. Donc j'ai quelques questions. Est-ce que lors des concertations, la question de faire ces concertations en groupe non mixte ou en mixité choisie a-t-elle été questionnée ou pensée afin de justement de limiter la non-prise de parole des femmes? Bertrand, c'est pour vous. Oui. Alors, anciennement, pas du tout, clairement. Aujourd'hui, oui, nous, clairement, maintenant, on y réfléchit. C'est-à-dire que, au-delà de se dire ce qu'on peut atteindre comme matériaux collectés, le moyen de l'atteindre est tout aussi important. C'est-à-dire quel public on vise, quel public on ne pourra pas toucher compte tenu de la façon dont on a concerté, et donc du biais que ça peut générer. Donc oui, on essaie d'être attentif à ça, complètement. Oui, quand on avait fait les marches exploratoires comparatives, d'ailleurs, à un moment, j'ai fait le choix parce que je travaille sur les femmes, mais j'aurais fait le même choix si j'avais fait une étude plus globale, de faire un groupe que féminin. D'ailleurs, le groupe de Saint-Sever a été filmé pour un documentaire sur les femmes dans l'espace public. La caméraman et la journaliste c'était toutes les deux des femmes. Et pendant le bilan, à un moment, on avait pensé éventuellement à intégrer le fait que Bertrand passe pour voir un petit peu les femmes au moment du bilan. Et finalement, on s'est dit que peut-être que non, que ce ne serait pas vraiment une bonne idée que Bertrand soit là pendant tout le bilan, parce que ça pouvait apporter un biais, en fait. Surtout pour des femmes qui participent à des concertations qui sont à visée en fait genrée. Le fait, si on prend en considération que peut-être ces femmes ont vécu des choses peu avouables, peu agréables dans les espaces publics, qui ont été véhiculées par des hommes, de manière inconsciente ou consciente, le fait d'avoir un homme dans la pièce, quel qu'il soit, même s'il est très bienveillant, ça apporte une barrière à la parole, en fait. Mais bien sûr, le fait de faire de la non-mixité, c'est pas une solution à long terme, mais à court terme, du moins, pour permettre de développer la parole de certains ou l'habitude de parler de certaines, et puis après faire monter la confiance pour ensuite pouvoir s'exprimer dans des contextes non mixtes aussi. C'est important, je pense. Merci pour vos réponses et merci Clarisse pour la question. Océane a une question. Alors, elle est étudiante en master en sociologie et elle mène un projet en ce moment avec des jeunes entre 12 et 25 ans, donc un projet de carte sensible en milieu semi-rural. Elle se demande si vous avez toutefois des pistes de solutions pour permettre aux jeunes femmes de se réapproprier l'espace en dehors des aménagements des espaces à construire, donc des espaces déjà existants, j'imagine. Je suis pas sûre d'avoir très bien saisi la question. Oui. Alors, en plus, ça pose la question des espaces ruraux. En effet, est-ce que le fait qu'on soit plutôt en campagne ou en ville, est-ce que des fois, est-ce que ça change aussi l'appréhension de l'espace public? Bien évidemment, ça change. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question des espaces ruraux. Je suis urbaniste, mais
Mais bien entendu que ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, l'espace rural et l'espace urbain ne véhiculent pas en fait les mêmes préjugés, les mêmes perceptions. Donc en fait, si on prend l'exemple de rentrer seul tard le soir, on n'aura pas la même perception dans son village, qui en plus, normalement, on a une appropriation qui est forte. Et en fait, il y a un grand nombre d'études qui montrent que plus on a de l'appropriation, même si c'est un lieu qui est perçu à risque de manière, par les études de police ou par, voilà, la perception du risque sera bien moindre. Donc, par la pratique régulière et puis par le sentiment d'appropriation, en fait, on crée une baisse de ce niveau, en fait, très... Et en fait, dans les espaces ruraux, on n'a pas du tout les mêmes problématiques de peur dans les espaces publics. On peut en avoir, mais ça sera différent. Et peut-être qu'on sortira moins, du moins à pied, à 2h du matin pour rentrer chez soi. Le soir, peut-être qu'on aura sa voiture, on aura son vélo si on est jeune. Si on va dans le village d'à côté pour voir des amis, mais... Encore une fois, les usages sont différents. Les usages sont très différents. Oui. Après, il faut interroger la population. Les usages sont très différents, mais du coup, la question me portait vraiment sur quels aménagements Tu peux nous reposer la question, Marion? J'ai mal saisi la question. Oui, tout à fait. Alors, je la cherche. Voilà. Donc, c'est Océane qui se demande si vous avez déjà développé des pistes de solutions pour permettre aux femmes de se réapproprier l'espace. Donc, moi, ce que je comprends, ce sont les espaces existants. Alors, son projet avec les jeunes de 12 à 25 ans est en milieu semi-rural, mais peut-être que la question est générale, que ce soit urbain ou rural, pour les espaces existants. Des réappropriations, en fait, c'est par exemple avec les marchés exploratoires, avec les visites dont parlait Bertrand, en fait, on crée une réappropriation parce que plus on crée de la pratique dans les lieux, et plus on s'intéresse, je sais pas, par exemple à l'histoire, à l'architecture, etc. de ces lieux, plus on va remarquer des choses qu'on apprécie, même dans un environnement qui, au départ, nous est un petit peu hostile. En fait, c'est comme l'exemple que je donnais avec le bar rempli d'hommes. C'est en fait ce qui est étranger fait peur. Donc en fait, si on ne connaît pas l'espace, on va en avoir plus peur. Donc en fait, c'est toujours pousser les gens à sortir, à aller dehors, avec les aménagements, en fait, pousser les gens à pratiquer l'espace. Et puis, je me permets aussi de répondre, c'est que c'est vrai que sur ces sujets, on aurait envie de donner des recettes toutes faites, d'avoir la boîte à outils avec 10 idées qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs. Mais dans tout ce que vous avez développé ce soir, on voit bien que dans ces sujets, c'est une réponse sur mesure d'un sujet qui est complètement contextualisé et que la réponse, elle ne peut venir qu'à partir du moment où on prend d'abord qui naît d'un diagnostic et d'une volonté de faire avec, de répondre à un problème dans le temps qui est donné, d'interroger, d'analyser et d'essayer les choses. Et que très certainement que dans tous les pistes de solutions de ce qui a été tenté, notamment sur la métropole, il y a, moi je suis sûre et convaincue, plein de façons aussi d'appréhender l'espace public qui n'ont pas été abordées. La maison d'architecture aborde ces sujets-là dans des dispositifs de résidence d'architectes. On voit bien qu'en se donnant le temps, en interrogeant la population, en expliquant, en contextualisant, on arrive à mettre le doigt des fois sur des blocages, des points de blocage et des choses qui peuvent être très très minimes, mais qui tout d'un coup font qu'un groupe de personnes, et là on parlait d'adolescents par exemple, vont fréquenter l'espace public alors que ça ne se faisait pas jusque-là, et que parce que les adolescents vont venir, il y a d'autres catégories qui vont venir, et pourquoi pas les femmes. Avez-vous encore un peu de temps pour 2 ou 3 questions, peut-être? Allez, on va prendre 2 questions.
Alors, je pense que cette question est pour Bertrand Masson au niveau des aménagements dont vous avez parlé. Alice vous demande si vous avez choisi de laisser un des city-stades sans ces grillages, étant donné que vous avez observé d'autres pratiques et occupations. Alors, ça a été un grand sujet. Hein, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, en fait, on a répondu, on est en Normandie. Donc, on a mis un grillage amovible, c'est-à-dire qu'on peut le démonter et le remonter. Voilà. En fonction de quoi? Voilà. En fonction, alors déjà, on l'a mis amovible parce qu'on va donner la possibilité d'accueillir des manifestations X ou Y qui nécessiteraient de démonter, alors qu'avant, on avait un système. Okay. Et puis, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est le mieux à terme. Parce que l'idée, c'est pas d'exclure non plus le city-stade. C'est-à-dire que la pratique ballon pour les garçons, elle est très bien aussi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est sur cet espace-là qu'il faut le travailler plus sur les questions mixité. Donc voilà, donc on a transformé les platines qui tiennent cette photo. Voilà, et on se dit que notre vision d'aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, on se dira que c'est évident qu'il faut enlever les grillages, et peut-être que dans 3 ans, on se dira que c'est évident qu'il faut les conserver. Voilà, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui, pour nous en tout cas, est neuf dans notre regard, dans notre façon de faire. Donc on évolue, enfin, on change, c'est-à-dire que la façon d'aménager, la façon de réfléchir qu'on avait il y a 3 ans, c'est plus du tout la même, et dans 3 ans, ça sera encore complètement différent. Je pense et j'espère en tout cas. Donc voilà, donc sur cette question-là, on a laissé ouvert. Merci. On peut prendre une dernière question. Donc, justement, j'en ai 2 qui se rejoignent un peu, de Laureline et Ornella. S'il y a des expérimentations qui ont été menées sur les aménagements dans la cour de récréation des écoles primaires. Donc, c'est cette Laureline qui justement se demande si cette appropriation de l'espace public ne se construit pas dès l'enfance dans les cours de récréation. Du retour d'expérience, oui, beaucoup. Alors, peut-être, moi j'ai en tête une petite expérience qui a été faite, je crois que c'est dans une école anglaise, hein, qui ressemble à une école française. Et un jour, ils ont emmené un grand conteneur au milieu de la cour d'école, dans lequel il y avait des ballons, dans lequel il y avait des petits objets pour rouler, des cocottes de chantier, des cercles, des cerceaux, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et ce dont ils sont aperçus, c'est que tout le monde a joué avec les objets. Les garçons et filles ont joué ensemble. Les garçons et filles ont utilisé le même espace. Et donc, il n'y a pas... oui, les garçons ont envie de bouger, les filles, elles aiment bien discuter ou jouer à des petits jeux, etc. C'est complètement... Voilà. En tout cas, au travers des expériences, ça montrait bien qu'à partir du moment où on donne à tout le monde la possibilité d'eux, tout le monde s'en empare de la même façon. L'expérience m'avait assez marqué. Et puis, il y a un travail qui est mené en ce moment au niveau... Alors, pour l'instant, de la ville de Rouen, alors il y a d'autres communes, hein, mais je parle du territoire métropole. Il y a d'autres communes aussi sur la métropole qui le font, puis il y a d'autres communes en France qui le font, de venir végétaliser les cours d'école, donc en gros d'enlever l'enrobé qui avait tout parti sur ces cours d'école. Et clairement, quand on va enlever l'enrobé, on va en gros enlever notamment le terrain de foot. On va donner plus de chance à ce qu'il y ait à nouveau un usage par toutes et tous, par tous les enfants de ces espaces. C'est clair que la cour d'école est quand même une façon c'est notre première relation libre à l'espace public. On est sans parents, on est enfant tout seul. Alors il a un cadre fermé, mais voilà, c'est notre première expérience, notre première appropriation. Et si elle est dictée dans un sens ou dans un autre, qu'on soit garçon ou fille, c'est un peu plus compliqué certainement après pour les autres. C'est certainement un axe très très fort de prise de conscience et de changement des pratiques. Eugénie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport peut-être à ce que vous voyez à Portsmouth? À Portsmouth, à Portsmouth, je n'ai pas du tout travaillé donc, avec les cours d'école. Ça faisait partie du projet de départ et en fait, c'était beaucoup trop large. C'était beaucoup trop large parce que les cours d'école, c'est vraiment c'est un sujet à part entière parce que après, il faut penser à aller plus en profondeur avec les enfants, les parents, etc. Et ça rajoute tout un monde qui est très différent. Après, je sais qu'il y a
un bureau d'études qui a été créé, il me semble, par, dire de bêtises, mais qui a été créé à Bordeaux, qui s'occupe particulièrement des cours d'école. Donc, il me semble que c'est Edith Marouet-Joule qui s'en occupe. C'est possible que mon cerveau me joue des tours, mais je pense que c'est Edith Marouet-Joule qui s'occupe en fait qui a fait notamment une thèse sur la question des cours d'école et comment justement essayer en fait d'effacer un petit peu le côté du terrain de foot qui prend toute la place et en fait des jeunes filles qui se retrouvent totalement reléguées. Et en fait dans la région bordelaise, ce bureau d'études s'occupe de plusieurs écoles en fait, pour essayer de réaménager spécifiquement les cours d'école. Il y a beaucoup d'initiatives aussi comme ça en Ile-de-France, notamment pour végétaliser les cours d'école, notamment les cours d'école primaire. Oui, surtout primaire. On fait surtout à l'échelle de l'école primaire. Ouais, tout à fait. Je vous propose qu'on en reste là. On voit bien que c'est un sujet passionnant qu'on pourrait détailler parce qu'en effet, il y a plein de façons de prendre le sujet. C'est peut-être une première étape. On pourra aussi refaire au gré de l'évolution de la réflexion et des aménagements, puisqu'on voit bien que ça passe aussi par une prise de conscience, d'acter aussi qu'il faut se poser pour réfléchir ensemble à une façon de faire autrement, d'ouvrir le champ des possibles. Moi, je retiens aussi, et notamment si on prend la cour d'école, que c'est pas en proposant des jeux pour les petites filles qu'on va encourager les petites filles à être actives, ou en tout cas de prendre la mesure de la cour d'école, mais c'est peut-être d'ouvrir un champ des possibles qui redistribue les cartes et qui change aussi, encore une fois, les usages, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, les choses évoluent vite, mais on a encore du boulot. Donc oui, très certainement que c'est une première étape. Je vous remercie vraiment très certainement d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes en plus loin, donc merci beaucoup d'avoir rejoint cette rencontre, Eugénie Lebigot et Bertrand Masson. Et puis Marion va vous mettre une petite slide aussi pour le prochain rendez-vous de la Maison de l'Architecture. Donc nous sommes toujours fermés, nous ne pouvons pas ouvrir au public. Cependant, on continue notre activité en ligne et donc le prochain rendez-vous, c'est le samedi 20 février à 15h. Avec notamment, normalement, pendant les vacances scolaires, on a des ateliers à destination des enfants. Là, on fait nos expérimentations aussi avec vous. Et donc, on vous propose un atelier famille en ligne de pratique et de construire des petites maquettes avec des matériaux en fibre, qui est le thème de l'exposition qui est en ce moment dans nos murs et qu'on aurait dû vous montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire en ligne pour nous suivre. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. Et merci. Anne, bonsoir. Merci à tous. Je me permets, je vais partager avec vous les nombreux et autres commentaires qu'on n'a pas évoqués, des interventions très intéressantes du public qui était connecté depuis chez eux. Je vous les partagerai, Bertrand et Eugénie, avec plaisir. Merci beaucoup.